Jamais dans l'histoire récente, nous n'avons assisté à autant de destruction du patrimoine de l'humanité. Qui plus est au Moyen-Orient, berceau de notre civilisation. La plupart des grands crimes de l'histoire ont été perpétrés sans laisser de traces. Ceux de Daesh sont documentés à profusion. Inutile de chercher les preuves, elles nous éclaboussent. Ils s'attaquent à notre talon d'Achille. Les trésors archéologiques, les musées, sont ceux qui restent de plus sacrés en Occident. À travers ces actes-là, l'enjeu n'est pas seulement de créer un choc vis-à-vis des publics occidentaux, parce qu'ils savent très bien qu'avec de telles vidéos sur des sites aussi importants culturellement, historiquement, il y aura des émois médiatiques. Et un des objectifs de l'État islamique, c'est aussi d'avoir l'Occident contre eux. C'est d'avoir le monde contre eux, et en particulier l'Occident contre eux. Et évidemment, plus ils font parler d'eux contre eux dans les médias, et mieux c'est pour eux. Ces nouveaux iconoclastes qui prétendent haïr les images ne vivent que par les images. Sous couvert de nettoyage culturel, Daesh colonise notre imaginaire. Pourtant, derrière cet écran de fumée se cachent d'autres crimes contre l'héritage culturel, qui sont passés sous silence. Car Daesh n'a pas le monopole de cette barbarie. Le patrimoine est aussi sacrifié sans état d'âme par des États, des armées officielles qui participent à cette guerre. Tous les projecteurs sont tournés vers Daesh. Il est temps d'éclairer ce que la lumière noire de Daesh laisse dans l'ombre. Sur le terrain, en marge des combats, des citoyens engagés risquent leur vie pour sauver leur patrimoine du massacre. Comme ce jeune archéologue syrien, aujourd'hui réfugié à Istanbul, Omar Islam. Jean-Pierre Filiu, historien engagé du Moyen-Orient, n'imaginait pas en donnant une interview à la télévision turque retrouver l'un des derniers remparts du patrimoine syrien. Ce jeune homme qu'il avait côtoyé à Alep en 2013, sous les bombes, et qu'il a surnommé « gardien des trésors d'Alep ». I'm really happy for meeting you. الحمد لله. صار لنا زمان. نعم، مضت فترة طويلة. من زمان. Omar Islam. À Alep, je ne le connaissais que Omar Islam. Mais c'était pas son vrai nom, parce que c'est la guerre. Ici, cela s'appelle le Palais de France. Après toi. Après toi. On est bien loin d'Alep. Oui, c'est sûr. Nous sommes bien loin d'Alep. En vérité, tout est beau ici. Mais je n'arrive pas à éprouver vraiment du bonheur. Il y a cette amertume profonde d'avoir abandonné Alep. Dans cette terrible histoire, Omar n'est pas tout seul. Jamais autant de citoyens désarmés n'ont pris, comme lui, l'initiative de vouloir sauver leur héritage au péril de leur vie. Ils sont les derniers remparts du patrimoine de l'humanité. Au malheur des pierres, répond le courage des hommes. On ne peut pas voir détruire sous ses yeux le patrimoine de son pays sans réagir. Quand j'ai vu la mosquée des Omeyyades sous le feu, quand j'ai vu le lieu de prière pour les femmes brûlé, quand j'ai vu le sanctuaire de Zacharie essuyant les tirs de l'armée, c'était trop fort pour moi. Quand j'ai vu le minbar recouvert de traces de balles, quand j'ai vu le mihrab de Saladin, notre grande fierté, endommagé sous les tirs, quand j'ai vu tout ça partir, tout ça en feu,
J'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. C'était mon identité qui s'en allait avec. Diplômé en archéologie, animé par la foi de voir une Syrie libre émerger, Omar Islam n'a jamais porté une arme. En tant que responsable du patrimoine, il allait sur les lignes de front tel un Don Quichotte pour sensibiliser les milices rebelles à la défense et au respect de l'une des plus anciennes cités de l'humanité, inscrite au patrimoine mondial. Si aujourd'hui Omar n'est plus en danger, la propagande du régime Assad a brouillé son image en le faisant passer aux yeux des institutions et des médias occidentaux pour un rebelle armé, un terroriste en puissance. C'était en juillet 2013 et j'avais le même kéfier. Et oui, c'est le même. Jean-Pierre Filiu et Omar Islam se sont rencontrés dans la mosquée des Omeyyades d'Alep. À l'époque de cette photo, les destructions de la mosquée étaient déjà terribles. Elles ont redoublé par la suite. Après, c'était encore pire. D'abord occupée par l'armée du régime, puis reprise par l'armée syrienne libre, la mosquée est un champ de bataille. Il y avait des bombardements mortiers et des tirs de chars du régime. Au printemps 2013, les rebelles de l'armée libre autorisent Omar et ses camarades à sauver ce qui peut l'être encore de ce joyau du XIIIe siècle. Ici, nous sommes devant le mihrab de Saladin, dans la madrasa al-Alawiya. Regardez les traces de balles dans le mur. Les éclats sont bien visibles. Vous voyez ces impacts? Nous avons voulu construire ce mur devant, afin de le protéger des éclats. Aucun véhicule, même pas une charrette, ne pouvait circuler là-dedans. Alors, nous transportions les pierres, une par une, en courant, une par une. Ces bâches, c'est à cause des snipers? Exactement. Nous étions obligés de mettre ces rideaux pour nous protéger des snipers. C'est l'histoire de ces pierres, de ces monuments, qui représentent à mes yeux l'essentiel de notre existence sur Terre. Nos ancêtres nous ont laissé en héritage cette grande civilisation que nous nous devons de protéger. En septembre 2013, Omar appose sa signature sur le mur de protection du mihrab de Saladin. Omar Islam n'est pas tout seul. Il fait partie d'un réseau d'activistes du patrimoine créé par Shermouz Ali, un autre archéologue syrien exilé à Strasbourg. Allô Omar, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Ça va bien, je te remercie. En 2016, la mosquée des Omeyyades est toujours au cœur des combats. Aujourd'hui, les deux hommes élaborent un projet de reconstruction d'une école de la mosquée. Pour la madrasa, ça sera compliqué de combler le trou provoqué par l'explosion. J'ai bien une idée, mais je ne sais pas si ça marchera. Écoute, je pense qu'il vaut mieux laisser le trou tel quel et construire provisoirement deux murs, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Créé en 2011, le réseau de Shermouz, l'APSA, est composé de citoyens syriens restés dans leur pays qui filment et documentent les preuves des dommages causés au patrimoine archéologique. Il n'a pas de bureau, mais il est partout chez lui. Assis des heures durant dans les couloirs de l'université, il tisse sa toile comme une araignée pensante qui relie entre eux tous les activistes du patrimoine syrien. Pour une fois, Shermouz ne s'est pas contenté des réseaux sociaux. Il s'est déplacé en personne à Erbil, au Kurdistan irakien. Regarde les pigeons là-bas. Tu les vois, tout près du drapeau? Oui, il y en a beaucoup. Cela fait 7 ans que je ne suis pas rentré chez moi. Tu veux dire la France? Non, je parle de la Syrie. C'est ça mon pays. D'où veux-tu que je parle l'arabe? Je parle l'arabe car je suis kurde et syrien.
Parce qu'il s'est engagé politiquement contre le régime Assad, bien avant la révolution de 2011, Shermouz ne sait pas quand il va revenir dans son pays, où ses parents sont restés. Déterminé à relever la Syrie de ses cendres, il est venu rencontrer d'autres exilés syriens amoureux de leur patrimoine, dont Mustafa Ahmad, qui a lui aussi créé un site internet de protection de l'héritage culturel de son pays. Ceci est la vidéo d'accueil que j'ai faite en 2013 et qui est un montage que j'ai réalisé à partir de plusieurs informations. Tu peux y voir le bombardement de la citadelle Al-Madik. Oui, c'est impressionnant. Ce bombardement a continué pendant 3 semaines avec des hélicoptères. C'était très violent. Sans aucune considération pour les antiquités. Aucune. Surtout que c'était avec des barils d'explosifs qui sont beaucoup plus dévastateurs. بشار أتى إلى بصرة هو وجيشه والشبيحة ولا من لا تفكروا إنه قاعد بدمر بشار بنقب الوضع السوري ما كانوا لحد هلا ما في احترام. Dans cette guerre en Syrie, il n'y a aucune considération et aucun respect. Ils ont même utilisé des armes chimiques. Le patrimoine et les sites antiques ne leur posaient aucun problème. Regarde ici, dans la citadelle d'Al-Madik. Ils amènent un bulldozer qui trace une route pour la circulation des chars. Juste pour punir les habitants, ils détruisent des maisons romaines au bulldozer, alors qu'il n'y avait aucune opération militaire. C'était juste une punition. Là, c'est Palmyre. Oui, c'est tellement douloureux. Franchement. C'est juste à côté de la nécropole. C'était avant la destruction. Ça, c'était au début de la révolution en Syrie? L'armée du régime est arrivée à Palmyre le 5 février 2012 et y a pris ses positions. À partir de là, ils ont commencé les opérations. Oh, c'est dommage. Quel dommage. Les instances internationales comme l'UNESCO, malgré nos publications, nos vidéos, nos témoignages dès le premier jour, et j'insistais pour authentifier chaque publication par des photos et des vidéos traduites que je leur envoyais, je n'ai eu aucune réponse. C'était leur politique. Personne ne s'est intéressé à Palmyre jusqu'à l'arrivée de Daesh. L'UNESCO était donc au courant, mais pour des raisons politiques, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Dès le début de la guerre, il n'y a eu aucune volonté de protéger le patrimoine historique et archéologique. C'est-à-dire que dès le début de la guerre, les armées, quelles qu'elles soient, ont investi les sites stratégiques. La citadelle d'Alep, la citadelle de Palmyre, la citadelle de Bosra, le krach des Chevaliers. Bon, bref, on pourrait en énumérer beaucoup comme ça. Et ça, c'est vraiment en contradiction totale avec ce que les résolutions, enfin, ou les conventions, plus exactement, qui avaient été signées par les pays, dont la Syrie, avec l'UNESCO pour la protection du patrimoine, il n'y a aucun respect de cela. En 2011, Palmyre est l'une des premières villes à se rebeller contre le régime de Bachar al-Assad. La répression est impitoyable, sans aucun respect pour le site archéologique. Des citoyens lancent un appel à la communauté internationale, SOS Palmyre, grâce au centre des médias de Palmyre qu'a créé Mohamed Taha, aujourd'hui exilé à Paris. Là, c'est l'image de la ville de Palmyre, quand les habitants de Palmyre vivaient toujours dans la cité antique. À cet endroit exact, il y avait la maison de mes grands-parents. Mon grand-père, c'était le premier archéologue palmyrien, c'est le monde en français. Donc, je suis né dans une famille d'archéologie. Quand je promenais avec mon grand-père avant qu'il décède, je lui disais toujours tu ne trouveras jamais la tête de Zanobi. Là, je voulais dire la statue ou la statuette de Zanobi. Je lui disais tu ne le trouveras jamais parce que c'était destiné à moi. C'est moi qui va le trouver un jour.
Le grand-père de Mohamed Taha fut le premier directeur des antiquités de Palmyre. Il précéda Khaled El-Assaad, le célèbre archéologue qui fut torturé et exécuté par Daesh en août 2015. La famille Taha n'a jamais adhéré au parti baas de Bachar al-Assad. Mohamed en a payé le prix. Menacé, sans horizon professionnel, il a choisi la France pour continuer ses études d'archéologie dès 2005. Mais en vérité, il n'a jamais quitté sa ville et les habitants de sa ville. Tous les jours, depuis la Révolution, il les aide concrètement, veille à leur sécurité et coordonne leurs actions. Depuis 3 ans, l'État syrien n'existe plus. C'est la société civile qui fait tourner le pays, qui ramène à manger, qui fait tourner les boulangeries, qui fait tourner les usines, qui fait tourner, ramène le gasoil et qui sauve les patrimoines. Là, je vais vous donner l'hommage à un jeune palmyrien. C'est lui qui a pris toutes les images, quand il y a eu le régime, a pris toutes les images et les vidéos de la destruction de la ville antique de Palmyre, qui a perdu sa vie, qui a donné volontairement sa vie. تدمر معبد بل الأثري آثار القصف الهمجي من قبل عصابات الأسد على معبد بل. Je me rappelle à la dernière discussion via Sky avec lui, 3 jours exactement avant son arrestation par le régime. Il me disait, je sais que maintenant, parce que moi je leur donne toujours d'être prudent, ne prends pas le risque. Il me disait, je sais que tu as peur pour moi, mais je te dis une chose, je sais que la mort est gratuite maintenant en Syrie. Mais moi je veux que ma mort, elle aura de la valeur. Et si je meurs pour quelques photos qui documentent la destruction criminelle du régime pour les sites de Palmyre, ma mort, elle aura de la valeur. Et 3 jours après, il s'est fait arrêter et il est mort sur la torture. Le jeune homme, je dis son prénom et son nom pour la première fois parce qu'il mérite. Ce jeune homme, il s'appelle Ibrahim Moutlak. Il fait partie de la société civile. C'est un jeune étudiant universitaire. Il n'a jamais porté les armes. Il n'a même pas fait son service militaire au sein de l'armée syrienne. Et on ne parle jamais de ces gens-là. Ils sont oubliés. Et jusqu'à quand? C'est ça la question. Du fait que le mandat français sur la Syrie dura de 1920 à 1946, c'est au musée du Louvre qu'on trouve la plus grande collection d'antiquités syriennes au monde. Elle abrite des trésors qui échappent au massacre d'aujourd'hui, sur le terrain. Au milieu de ces trésors trône Ebiril, une petite statue votive en albâtre, découverte sur le site du royaume de Marie en 1934. Les dignitaires fidèles du royaume offraient à la déesse Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, une statue à leur effigie pour satisfaire la divinité. En retour, la divinité l'illumine de son aura. Ebiril est certainement l'expression radieuse de la Syrie éternelle. Il témoigne de cette capacité qu'ont les pierres fabriquées par d'autres hommes il y a très longtemps à communiquer quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité. Car quand vous regardez Ebiril dans les yeux, vous regardez aussi un Syrien d'une certaine manière dans les yeux. Le patrimoine syrien n'est pas seul à souffrir. Tout le patrimoine de la Mésopotamie est menacé, surtout en Irak. Le Louvre abrite quelques-uns de ces grands taureaux ailés auxquels Daesh s'est attaqué en 2015. J'étais tellement choqué quand j'ai vu ces images de l'État islamique en train de scier la tête et le visage de taureaux ailés. Vraiment, j'ai senti qu'ils sont en train de tuer un être humain. Et j'ai senti comme quoi le sang était en train de sortir de la gorge, justement, de ce taureau ailé, et comme si c'était un être humain en train de l'assassiner. Parce que c'est mon ancêtre. Hein. C'est l'histoire. C'est au Kurdistan irakien, à Erbil,
que le père Najib a trouvé refuge après avoir fui Daesh, quand l'État islamique a envahi Mossoul, en 2014. Une passion domine la vie de ce père dominicain, les manuscrits anciens d'Orient. Depuis 1990, il a créé un centre de numérisation pour immortaliser les milliers de manuscrits de la bibliothèque de son couvent de Mossoul. Il n'était pas question pour lui de fuir Daesh sans emporter ses trésors inestimables. C'est à cause ou grâce de l'État islamique que notre travail est sorti à la lumière. On travaillait dans l'ombre. Au fait, moi-même, depuis 2007, j'étais obligé de quitter Mossoul pour aller à Karakosh, un village dans le nord-est. Et j'étais obligé parce qu'on a été menacé. Mais discrètement, je revenais et je célébrais la messe dans les caves, dans les cryptes, comme les premiers chrétiens. Et j'allais en civil quand je rentrais là-bas pour ne pas être détecté. Pendant 5 ans, à Karakosh, le père Najib poursuit la numérisation de ses trésors clandestinement. En juin 2014, il apprend la prise de Mossoul par Daesh et s'inquiète à nouveau. J'ai senti le danger qui va nous frapper. Le 25 juillet 2014, j'ai amené un grand camion dans lequel j'ai entassé tous les cartons, tous les manuscrits et tous les incunables, les archives, toutes les pièces rares que nous avions au couvent. Et voilà, au petit matin, on a amené tout cela pour être gardé et mis à l'abri au Kurdistan. Quelques jours plus tard, Daesh est aux portes de Karakosh. La nuit de 6 à 7 août 2014, c'était l'abomination totale, l'horrible nuit où on était attaqué directement par le groupe terroriste de Daesh. On a rempli nos 2 voitures, le reste des livres, des manuscrits. Donc j'ai amené le reste et en quittant Karakosh, on a vu des kilomètres des réfugiés en train de courir de peur parce que Daesh n'était pas très loin, même pas 1 kilomètre derrière nous. Donc on a rempli nos voitures également par des gens, des vieillards, des malades, des enfants. On les a entassés les uns sur les autres sur nos manuscrits et nos archives. Et j'ai dit, vraiment, c'est un arche de Noé. On va vivre ensemble ou mourir ensemble. J'ai donné même des manuscrits de 14e, 15e siècle, entre des lots de ces manuscrits entre les mains des enfants. Et en leur demandant vraiment de les mettre seulement de l'autre côté des frontières. À Erbil, le père Najib héberge des réfugiés, chrétiens et yézidis qui, comme lui, ont fui Daesh. Son ami, le père Columbia Stewart, vient souvent du Minnesota aux États-Unis, lui prêter main forte. C'est le premier étage qui est le plus large. Il y a 4 autres étages qui montent là-haut. Et ici, donc, il y a les chrétiens et les yézidis qui vivent ensemble. Bonjour, comment ça va ma chère? Si vous m'aviez prévenu, je me serais fait une beauté. La communauté yézidi, dont la religion est le premier monothéisme de l'histoire, et dont le lieu saint se trouve au Kurdistan irakien, a toujours été persécutée. Elle est aujourd'hui victime d'un génocide perpétré par Daesh. Elle a pris, ça veut dire la terre de Cheikh Hadi, ici, et elle a joint avec l'image de la Vierge Marie. Donc c'est vraiment le symbole. Les yézidis et les chrétiens qui vivent ensemble. Et ça, la première fois, je viens de découvrir ça. Ça, elle vient de la terre sainte de Cheikh Hadi. C'est la terre bénite. Et chaque yézidi doit avoir cette terre bénite sur soi-même pour être protégé. Et là, elle, parce qu'elle vit ici, elle croit beaucoup, elle aime beaucoup partager sa foi avec les autres. Donc, elle a mis les 2 ensemble. Voilà, tous les 2. C'est bien. Dans son nouveau refuge, le père Najib a déjà réinstallé 2 studios de numérisation des manuscrits. Il a formé les réfugiés à préserver eux-mêmes leur propre patrimoine. Après l'exode, donc le 6 août 2014, on a été dispersés. Complètement allés dans des directions différentes et on est perdus les uns des autres, on ne savait plus où nous sommes. Et au bout de 6 ou 7 mois, voilà une qui s'appelle Catherine, elle nous contacte et j'étais très heureux, donc je lui ai demandé s'il voulait revenir pour la restauration et pour la numérisation dans les camps même des réfugiés.
Et voilà, un jour, elle débarque là. Elle s'est lancée directement, avant de nous saluer, elle s'est lancée pour prendre un manuscrit entre ses mains. Elle l'a respiré, elle l'a embrassé, elle l'a mis dans ses bras et elle commence à pleurer. Et ensuite, elle est venue pour nous saluer. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Elle était prise par les tripes, hein, pour l'amour de ce patrimoine, et tout le monde a pleuré avec elle. Et c'est ça notre patrimoine, c'est ça notre archéologie, c'est ça notre passé. Si le père Najib a pu sauver ces manuscrits, les autorités irakiennes ont-elles pu en faire autant avec les taureaux ailés et les autres trésors de leur héritage culturel? À l'autre bout de la ville, Shermouz, l'archéologue syrien, est venu rencontrer un responsable du patrimoine irakien. On constate malheureusement que chez nous, en Syrie, les institutions internationales ont pris vraiment beaucoup de retard pour mettre en place des mesures concrètes de protection sur le terrain. Je suis au regret de vous dire que j'ai assisté personnellement à un congrès à Paris, en présence de beaucoup d'archéologues et des représentants de l'UNESCO, notamment Madame Bokova. Moi, Abdullah Al-Rachid, je peux vous dire que dans ce congrès à Paris, nous avons prévenu l'UNESCO que Daesh menaçait et nous leur avons dit « S'il vous plaît, aidez-nous à sauver le patrimoine irakien ». Nous les avons implorés et nous avons attendu des mois jusqu'à ce que Daesh détruise Atra, Nimroud, le musée et les bibliothèques de Mossoul. L'UNESCO n'a rien fait de concret sur le terrain avant l'arrivée de Daesh. Ils n'ont rien fait. L'UNESCO se lamente et commence à crier, voilà, la destruction, etc. Et pourquoi on intervient après la destruction et on n'intervient pas à protéger ces sites avant la destruction? Les uns après les autres, nos remparts du patrimoine remettent en cause le rôle de l'UNESCO, qui est en charge de protéger le patrimoine de l'humanité. Nous avons interrogé sa directrice générale sur l'immobilisme de son institution face à ce désastre. Dans les zones de conflit, nos moyens sont malheureusement très restreints, très peu. Nous n'avons pas des militaires, nous n'avons pas des armées, nous faisons des appels, nous publions des déclarations, on dénonce. Nous pouvons accompagner, nous pouvons aider, nous pouvons mobiliser, mais nous ne pouvons pas tout faire. L'UNESCO n'est pas la seule institution ni le seul État à faire aveu d'impuissance. Les colonnes de Daesh, en mai 2015, traversent le désert entre Raqqa et Palmyre sans être inquiétées le moins du monde. Et ils ne l'ont pas vu. Les avions syriens, ils n'ont pas vu. L'armée syrienne, ils ne l'ont pas vu. La coalition internationale, les 60 pays qui font la lutte de guerre anti-Daesh ou contre Daesh, ils n'ont pas vu les colonnes de voitures blindées et autres qu'ils ont traversé le Raqqa, de Raqqa jusqu'à la petite village de Sornay. Et là, je vous parle de 5 heures de route. Moi, je connais cet endroit ou cette région par cœur parce que j'ai travaillé 15 ans de prospection archéologique là-bas. Personne n'a vu. Pourtant, leurs satellites, ils voient même, d'après leur propagande, ils voient même ce qui est écrit sur une feuille. Pourquoi personne n'a vu Daesh s'approcher de Palmyre? Pourquoi n'a-t-on rien fait pour les empêcher de conquérir cette ville qui est le symbole universel de la Syrie? Certains des plus grands dirigeants de Daesh aujourd'hui étaient encore, il y a quelques années, aux mains d'Assad. Donc il y a eu une volonté très claire, systématique, préméditée du régime Assad de favoriser le développement du djihadisme en Syrie pour diviser la révolution, l'affaiblir, la saboter, tout en suscitant une réaction de solidarité internationale avec Assad présenté comme le seul rempart face à cette horreur. Et en livrant la ville de Palmyre en mai 2015, eh bien, Assad jouait aussi sur ses peurs légitimes, naturelles, compréhensibles, raisonnables, mais qu'il a attisées en faisant que l'épouvantail djihadiste a pu s'installer au cœur même d'une ville
qui militairement ne représentait et ne représente toujours pas grand-chose. Si l'enjeu militaire de Palmyre est faible, son enjeu symbolique est incomparable. Le contrôle de Palmyre, ça remonte à l'époque perse et romain. Il y avait toujours les batailles entre les deux grands empires de l'époque. Et après, même quand il y a eu le monde française et la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la France de Vichy, la France libre avec ses alliés britanniques. Il y a eu la bataille de Palmyre en 1941. Donc, je veux dire que la position de Palmyre et surtout l'héritage historique qui a joué un rôle très très important pour donner l'envie de contrôler cette ville. C'était ça, l'image de puissance. Et quand on a un décor derrière comme celle de Palmyre, donc il n'y a pas mieux. Comme logo, par exemple, qui se montrait chaque puissance qui a contrôlé la ville de Palmyre. Le 26 mars 2016, l'armée du régime syrien, appuyée par l'aviation russe, reprend la ville de Palmyre, que Daesh occupait depuis 10 mois. Dans tous les médias du monde, le directeur des antiquités du régime Assad chante les louanges de la victoire. How do you feel today? I can confirm you that I am the happiest person in the world, not just Director General, because after 10 months of nightmare on Palmyra, now as Director General, I see the Palmyra is very beautiful. The majority of the building, it is under control. It's not destroyed. The reason for my happy today. Contrairement à ce qu'affirme Mahamoun Abdul Karim, le directeur des antiquités du régime syrien, Daesh a détruit les plus beaux joyaux de Palmyre. Le temple de Bel, le plus beau temple du Moyen-Orient. Le temple de Baal Shamin. L'Arc de Triomphe, les tours funéraires, uniques au monde, et le musée que la direction des Antiquités avait soi-disant vidé de ses trésors. Quand Mahamoun Abdul Karim dit que 80% du site de Palmyre est préservé, je comprends son enthousiasme et puis il a intérêt à essayer de minimiser un peu les dégâts et à se montrer optimiste. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que c'est à peu près comme si demain matin on apprenait tout d'un coup que dans la nuit ont disparu Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, la grande bibliothèque, et que tout d'un coup le ministre de la Culture dise « Ouf, 99% de Paris est préservé ». Donc si vous voulez, le site est vraiment martyrisé, on va dire, depuis que les armées sont dans le site, qu'ils ont vraiment pris en otage, on va dire. Voilà. Moi, je considère que Palmyre a été prise en otage par aussi bien le régime que par Daesh, qui ont l'un et l'autre des objectifs peut-être différents, mais néanmoins qui ont porté atteinte à ce site. Ça, c'est clair. Juste après le départ de Daesh, l'armée russe, à son tour, porte atteinte à Palmyre. Elle installe une base militaire en plein cœur du site, sur une nécropole qui n'a pas encore été fouillée, au mépris des conventions de l'UNESCO. Au moment même où l'armée syrienne, soutenue par les Russes, a pu récupérer Palmyre, l'armée syrienne, l'armée de Assad, s'est attaquée à nouveau à Alep, qui n'est pas occupée par Daesh. Et donc le régime syrien, dans le même temps où il dit « je sauve Palmyre », il détruit un peu plus Alep, ses habitants et ce qui reste des splendeurs d'Alep. Vous voyez, c'est toute cette hypocrisie, toute cette tartufferie qu'il faut mettre en lumière. En mai 2015, Daesh avait organisé le spectacle de l'exécution de jeunes soldats du régime Assad, dans le théâtre antique de Palmyre. Un an plus tard, le 5 mai 2016, l'armée russe triomphante organise l'exécution d'un concert intitulé « Prière pour Palmyre » dans le même décor. Je veux dire merci à tous ceux qui ont rendu possible ce grand moment d'humanité aujourd'hui dans la cité de Palmyre, libérée des terroristes. Palmyre est devenu un enjeu absolument crucial de propagande de tous les côtés. Que ce soit du point de vue de l'État islamique ou du point de vue de Poutine, ils ont su, c'est terrible à dire, mais ils ont su utiliser la dimension extrêmement symbolique de Palmyre à leur avantage. Et donc, c'est propagande contre propagande. En focalisant et en nous obligeant à focaliser sur Palmyre, les Russes
Et les Syriens et l'armée de Bachar, je veux dire, nous obligent à ne pas regarder ailleurs. Et ça, le vrai drame, la vraie difficulté, elle est là. C'est une mascarade. Enfin, on en a essayé de faire croire que ça y est, la guerre était finie, c'était la réconciliation entre les peuples. Bon, maintenant, on allait faire de la musique. Pendant ce temps-là, il ne faut quand même pas oublier que pendant qu'on faisait le concert, pendant qu'on jouait à Palmyre, les avions du régime bombardaient les hôpitaux d'Alep, tuaient le dernier pédiatre qui était resté dans un hôpital d'Alep pour soigner des enfants. Et bon, on ne peut juger ceci que de manière absolument sévère. Qu'a-t-on libéré à Palmyre? Une ville stratégique, son peuple disparu ou seulement les ruines de ruines dont le symbole enflamme l'Occident? En Syrie, rien ne sépare les hommes de leurs pierres. Ce peuple qui se fait marcher dessus est malheureux comme les pierres. La moitié du peuple syrien, plus de 10 millions de personnes, ont déjà perdu leur maison. Et leur maison commune, leur passé, leur identité. Qu'est-ce qu'un peuple sans maison? Il y a beaucoup de Palmyriens à Palmyre. Ils sont dispersés un peu partout, oubliés, comme le plus grand nombre de Syriens, déplacés un peu partout en Syrie, à l'étranger. Il reste que des pierres, toutes seules, en plein désert, qui pleurent les habitants de Palmyre. L'idée de la mort, elle est toujours présente dans notre esprit. Donc la question pour moi, si je meurs ici à l'étranger, loin de ma terre, qu'est-ce qu'on fait? Donc je ramenais des pierres, des sédiments, j'ai beaucoup de sédiments. J'ai 2 cartons de sédiments de plusieurs endroits à Palmyre, de nos jardins, de notre jardin familial, de notre chaîne des Oliviers, de plusieurs vallées où j'ai fouillé, où faisait des fouilles autour de Palmyre. J'ai ramené tout ça avec moi. Un jour, si je meurs ici, loin de ma ville, je demandais à mes proches, si je meurs, que ces sédiments, ces pierres de Palmyre soient enterrées avec moi, en attendant un jour qu'on revienne tous à Palmyre. Voilà. La nation syrienne, fondée en 1920, se construit en même temps que sortent de terre des trésors archéologiques inestimables. Le peuple syrien a une relation organique très forte avec son patrimoine. Si l'on va dans les sites, sur les sites archéologiques, dans les régions, eh bien que voit-on? On voit les gens, les populations qui vivent dans les ruines. Il y a énormément de villes, et notamment en Syrie du Nord, dans les villes mortes de Syrie du Nord, où les gens habitent dans l'église. Il y a vraiment une fusion réelle d'habitat, entre l'habitat et l'histoire, en fait. Dès 2012, pensant se mettre à l'abri après le bombardement de leur village, des habitants viennent se réfugier dans les ruines romano-byzantines des villes mortes, qui datent de l'Antiquité tardive et qui sont inscrites au patrimoine de l'humanité. On a beaucoup de photos où l'on voit les tombeaux souterrains dans lesquels les gens se sont installés, où on a installé l'école, où on a... Enfin bref, il y a toute une vie qui s'est reconstituée au sein de certains sites, et notamment Sergila, qui a été réinvesti par les habitants des villages voisins dont les maisons ont été détruites. En 2015, la Russie entre en guerre aux côtés de l'armée syrienne. Son aviation n'hésite pas à lâcher ses bombes sur les habitants qui ont redonné vie aux villes mortes. Les bombardiers, dépêchés par Vladimir Poutine, ont frappé des sites, notamment des sites de ce qu'on appelle les villes mortes. Et un de ces sites a été touché directement par un bombardement russe. Là encore, il n'y a pas le moindre doute sur la responsabilité et qui l'assume, c'est bien Moscou, mais on voit que les instances internationales sont restées absolument muettes sur cette destruction. Je crois qu'il faut, même si on a beaucoup parlé des ruines,
Je crois qu'il ne faut jamais oublier que pour nous, ça a toujours été secondaire par rapport aux malheurs qui frappent les gens. Il nous suffit de penser aux milliers, aux centaines de milliers de morts dénombrés, à tous ceux qui ont disparu, aux dizaines de milliers d'enfants tués, aux enfants torturés par le régime. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que dès le premier mois de la révolte, tout était dit. Le régime avait torturé des enfants, et y compris, je pense à un petit garçon d'un village proche de Bosra, qu'on connaissait bien. Donc ça c'est insupportable. Fadi Al-Mari, journaliste activiste d'Alep et correspondant de l'association Absa de Chermouz Ali, a filmé pour nous les enfants de la ville morte de Chenchara en octobre 2015 entre deux bombardements de l'aviation russe. Si l'on n'épargne ni les vies humaines, ni les ruines qui abritent les vies humaines, que restera-t-il à ces enfants en héritage ? Sinon leurs yeux grands ouverts sur la désolation de leur terre brûlée, sans mémoire, sans passé, sans avenir. Que restera-t-il du malheur des pierres que les Syriens ont conservées si longtemps, en y mêlant leur vie, pour l'humanité tout entière ? Que reste-t-il des splendeurs d'Alep ? Que reste-t-il de son plus beau minaret ? Celui de la mosquée des Omeyyades, où chantait Sabri Moudallal, le plus grand musicien de la ville, il y a quelques années à peine, à l'aube, dominant l'une des plus anciennes cités du monde. Ce minaret, Omar Islam, le gardien des trésors d'Alep, n'a rien pu faire pour le sauver. Voici le minaret de la mosquée des Omeyyades, après sa destruction. Ce n'était pas difficile pour celui qui a tué des enfants d'aller détruire ce minaret. Les pierres ne comptaient plus pour grand-chose. C'était un choc terrible, bien sûr, mais tellement prévisible. Tellement prévisible. Mais là encore, en Syrie, un crime pareil réussit non seulement à être impuni, mais à être innommé. On fait comme si le minaret était tombé. On fait comme si sa chute était le fruit d'une guerre civile et non pas d'un pouvoir coupable de cette chute. Et on voit que dans toute la littérature, y compris celle de l'UNESCO, sur ce crime contre le patrimoine mondial, on ne mentionne jamais le criminel. Le jour où le minaret est tombé, Omar Islam a décidé de sauver l'autre diamant de la mosquée, le minbar, la chaire en bois sculpté d'où l'imam fait son sermon, chef-d'œuvre de l'art islamique. Notre but était de sauver le minbar avant qu'il ne brûle à son tour. Les snipers d'en face tiraient des balles incendiaires sur la mosquée pour y mettre le feu. Nous avons demandé l'avis de professeurs plus expérimentés. Certains étaient dans le pays, d'autres à l'étranger. Je ne sais pas si je peux les nommer ici, mais ils nous ont donné de très bons conseils. Nous avons décidé de transporter le minbar ailleurs. Nous avions le choix entre le garder sur place ou le transporter. Et nous avons opté pour le transport. Pour cette opération, nous avons fait venir un maître menuisier, spécialiste de pièces antiques et de bois anciens. Il avait déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine. Il a accepté de venir et ça c'était très important parce que les gens avaient peur du danger des snipers autour. Nous l'avons protégé par des bâches pendant qu'il travaillait.
Mais sais-tu que jusqu'à aujourd'hui, l'UNESCO parle d'un démantèlement du minbar? Ils ne disent pas que c'était une opération de protection. Ils disent que c'était un acte de pillage. C'est vraiment honteux de leur part, ces accusations. Mais nous n'avons voulu ni piller ni détruire. Nous avons voulu simplement protéger ce minbar. Tant qu'on pouvait, ne serait-ce que contre les tirs des snipers. L'UNESCO compte la disparition du minbar de la mosquée des Omeyyades d'Alep parmi les dommages causés par les rebelles. Bon, il faut rappeler que le minbar a été enlevé, démonté pièce par pièce par des particuliers qui voulaient protéger et qui l'ont mis à l'abri au péril de leur vie. Et c'est de notoriété publique. Nous sommes nombreux à savoir, on connaît le nom de celui qui a fait ça, donc c'est inutile de le présenter comme des dommages causés par des rebelles au patrimoine d'Alep. C'est au contraire un élément du patrimoine d'Alep. On pourrait attendre de l'UNESCO qu'elle ne soit pas, encore une fois, le simple relais de mensonges officiels. D'où viennent ces mensonges officiels? Du site de la Direction des Antiquités du régime syrien, la DGAM, qui accuse Omar et ses amis d'être un groupe armé qui a pillé le minbar. Des vidéos montrent un groupe armé qui a démantelé le minbar en bois de la mosquée des Omeyyades d'Alep. En conséquence, la DGM tient ce groupe responsable de tous les dommages infligés au minbar. Cette action de protection est considérée à la fois par la DGAM et par l'UNESCO comme un acte de vandalisme et de pillage. Est-ce que ça, c'est pas Je ne connais pas trop? le cas. Je connais pas le cas. Il faut parler avec Mathieu. Je ne connais pas ce cas. Qu'est-ce qui se passe ici? Franchement. Alors, sur la page de l'UNESCO, sur les citoyens syriens... Est-ce que nous pouvons stopper l'interview, s'il vous plaît? Pourquoi? Parce que je ne connais pas ces cas. Je ne peux pas répondre à ces cas. Je suis vraiment désolée. Malgré tous ces crimes contre le patrimoine de la Syrie, le régime Assad continue, encore en 2016, de siéger à l'UNESCO et d'exercer son influence sur les décisions de l'institution universelle, qui se doit pourtant d'être neutre. Dans cette même maison de Sciences Po, nous avons accueilli, il y a un an, Irina Boukova, qui venait lancer sa campagne de protection du patrimoine en Syrie et en Irak. Elle le lançait avec des photos très éloquentes de destruction en Syrie et en Irak. Mais elle ne parlait que de Daesh, 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 Daesh. Et je me suis levé et je lui ai fait remarquer que toutes les destructions dont elle montrait les photographies en Syrie étaient causées par le régime Assad et lui seul. Et que l'UNESCO, qui s'est honorée d'être la première organisation de l'ONU à admettre la Palestine, eh bien s'honorerait encore plus à être la première institution de l'ONU à en expulser le régime Assad. Quelques jours après, en juin 2016, Shermouz Ali, le responsable de l'association APSA, est invité par l'UNESCO à Berlin pour y donner une conférence sur Alep. Il évoque à son tour l'affaire du minbar, le préjudice subi par Omar, et déclare que les mots blessent parfois plus que les balles. Ce que Omar et ses amis ils ont fait, je pense au moins il faut le minimum des choses, c'est de les féliciter, de les remercier. Et ça fait très mal au cœur, bien sûr, quand on voit que, on va dire, un défaut moral, ça fait mal. Et il faut le corriger. Dans les jours qui suivent, sur le site de l'UNESCO, les captures d'écran faisant foi, apparaissent 3 corrections discrètes. Le mot « dommage » est remplacé par le mot « situation ». Le mot « démantelé » est remplacé par le mot « démonté ». Et pour la première fois, le site du réseau de Shermouz, l'APSA, est cité en référence. Selon l'APSA, le minbar a été démonté, emballé et transporté pour être sauvegardé. Il faut rendre hommage à ces gens-là qui se battent pour sauver leur patrimoine. Ils ont conscience que c'est un bien pour toujours et qu'il faut le sauver. Malheureusement, parfois, ils reçoivent des barils de TNT sur la tête.
Omar Amo, c'est un héros. C'est un héros. Dorénavant, plus aucun média, plus aucune institution culturelle ne pourront salir l'image d'Omar Islam en l'assimilant à un djihadiste pilleur de patrimoine. Plus rien ne s'oppose à ce que le gardien des trésors d'Alep soit reconnu aux yeux de tous. Aux héros négatifs de Daesh répondent les héros lumineux du patrimoine de l'humanité. Comme une chaîne humaine, ils font rempart à la disparition de leur culture, qui est aussi la nôtre. Je te l'ai déjà montré, ce panorama français des années 30. Bien sûr. Je l'ai copié chez moi, ensuite je l'ai recomposé. J'ai pris des photos de chaque volet, et ensuite je les ai assemblées. Oh, c'est impressionnant. C'était Alep, des souvenirs et du patrimoine. Alep a traversé plusieurs guerres, des destructions, des tremblements de terre. Mais elle a résisté, et elle résistera toujours, Inch'Allah. Nous y reviendrons et nous la reconstruirons. Nous y reviendrons. Nous ne l'abandonnerons pas. C'est promis. Inch'Allah. Souvenir d'Alep.